Chez Clifford, en tout cas, nous, on a ce qu'on appelle les rendez-vous Clifford Chance. Et pour le coup, je recommande vraiment aux étudiants, aux élèves avocats de venir. Parce que même, tu peux rencontrer plein de collabs. Je me suis posé beaucoup de questions sur comment je fais pour monter à Paris, comment je fais pour intégrer telle ou telle formation, tel ou tel cabinet d'avocats, etc. Et typiquement, LinkedIn, ça m'a beaucoup aidé. Ok, ça marche. Du coup, je pense que s'il y a la possibilité d'intégrer des formations un peu comme ça, type... Bonjour à tous et bienvenue sur Inside the Circle. Aujourd'hui, on reçoit Quentin qui est avocat en droit public chez Clifford Chance. Il va nous parler de son parcours, de ses expériences et va nous donner l'ensemble des conseils clés pour intégrer les cabinets d'avocats internationaux à Paris. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et c'est parti sur Inside the Circle. Bon, merci beaucoup Quentin d'être là. Ce que je te propose, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du métier d'avocat, c'est que tu reviennes un peu sur ton parcours, que tu nous parles un peu de tes expériences de stage que tu as pu avoir. Et voilà, let's go. Allez, très bien. Déjà, merci de m'accueillir pour ce premier épisode d'une longue série, j'espère. Du coup, je m'appelle Quentin, je suis avocat en droit public chez Clifford Chance depuis 6 mois maintenant. Je suis dans le cabinet depuis 1 an et demi et avant ça, sur mon parcours, j'ai commencé ma fac de droit à Marseille. Ok. J'ai pas mal bougé quand j'étais jeune, j'habitais en Guadeloupe, en Corse, etc. Donc ça m'a fait voir pas mal de choses déjà. Et du coup, j'ai commencé cette licence de droit à Marseille, où j'ai fait 2 ans. Et après, je suis parti au magistère de droit public appliqué à Montpellier, où j'ai fait ma L3 et mon master 1 en droit public des affaires. Et par la suite, je suis monté donc à Paris pour faire le master de droit public de l'économie à Paris 2. J'ai passé le CRFPA à la fin de mon master 1 que j'ai eu et derrière je suis rentré à l'ELB où j'ai fait des stages. T'as enchaîné rapidement tout de suite en fait à l'issue du master 1 et En fait j'ai enchaîné mon M2 et derrière j'ai fait une espèce j'ai reporté mon entrée à l'école si tu veux. Donc j'ai fait mon stage de M2 chez UGGC avocat, puis les 4 mois qui me restaient avant d'entrer à l'école chez Norton Rose Fulbright. Et puis derrière, j'ai fait mes stages EFB classique, PPI chez EDF, mon alternance chez Dentons et mon stage final chez Clifford, où du coup j'ai été recruté par la suite. et donc à chaque fois en droit public. À chaque fois en droit public. Ça marche. Et pour le coup, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à faire du droit Est-ce que tu t'es dit tout de suite quand je sors du lycée, je me lance dans le droit parce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que tu avais quelqu'un dans ta famille qui t'a poussé à dire va dans le droit ou qui faisait lui-même du droit? En fait, après mon bac, donc j'ai fait un bac S, et après mon bac S, j'étais pas hyper fort en maths, sciences, etc. Mais je me suis dit, je vais tenter d'aller en médecine. Ça s'est pas hyper bien passé, je vais pas te mentir. Donc je suis resté peut-être 3 semaines en médecine. C'est vraiment pas bien passé. Et donc derrière, j'ai tout de suite pu bifurquer en droit. J'ai eu assez de chance pour le coup de pas perdre mon année. Je suis rentré en droit directement peut-être en octobre. Et du coup derrière j'ai enchaîné, mais non, le droit c'était pas du tout une vocation qui était... Tu t'es un peu lancé par hasard. Complètement. Et ça t'a plu tout de suite dès la première Ça m'a tout de suite plu. J'étais un peu redevable envers mes parents, je pense, de m'avoir payé la prépa pour la médecine du coup juste avant. Ce qui fait que je me suis donné à fond direct et ouais, j'étais à fond dedans, ça m'a beaucoup plu. J'ai ma tante qui est avocate et du coup qui m'a beaucoup conseillé aussi à cette époque-là où c'était un peu compliqué. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me rappelle en amphi, en médecine, je commençais à réviser pour peut-être passer les concours de Sciences Po, des IEP, etc. Et puis finalement, le droit c'était une possibilité, donc j'y suis allé. Et depuis voilà, c'était autoroute quoi. Du coup, ouais, ça s'est bien passé jusqu'au bout finalement. Toi, pour revenir un peu justement sur ton parcours, là, tu me disais que tu avais fait ta licence en partie à Marseille, en partie à Montpellier et ensuite ton master à Paris. Tu penses que c'est le parcours idéal à suivre pour quelqu'un qui demain voudrait commencer à faire des stages en cabinet d'avocats anglo-saxons ou internationaux ou des gros français qui ont des implantations à l'international? Est-ce que tu penses que c'est le meilleur parcours ou est-ce que tu penses qu'il y a un choix à faire dès l'entrée en licence pour en tout cas s'ouvrir plus facilement des portes quand tu rechercheras ton premier stage, ta première collaboration? C'est vrai que être à Paris, ça t'ouvre quand même directement les portes des cabinets d'avocats parce qu'ils sont, enfin en tout cas les plus importants en termes d'effectifs, etc. Ils sont tous implantés à Paris, enfin sauf quelques exceptions, mais la plupart et quasiment tous implantés. Ouais, donc finalement tu gagnes un peu du temps à avoir un peu plus connaissance rapidement de l'écosystème. C'est sûr, d'autant que en tout cas en licence et en master 1, c'est vrai que les cabinets d'avocats parisiens, c'est pas un sujet sur lequel on te forme vraiment. Moi, quand j'étais à Marseille, à la Canebière, à la fac de la Canebière,
on te parle pas du tout des cabinets d'avocats parisiens. Tu sais même pas qu'il y a des cabinets anglo-saxons et américains qui sont implantés en France finalement. Et tu penses que justement des formations de licence à Sorbonne ou à SAS ou même de master, on va dire peut-être pas master 2 parce que je pense que généralement c'est un peu plus open, que tu sois, en tout cas la formation est un peu plus claire que tu sois on va dire à Montpellier ou à SAS quand tu arrives sur le master 2. Mais est-ce que tu penses que justement le fait d'être en licence à Paris, Paris 1 ou Paris 2, ça te permet d'avoir déjà une ouverture un peu plus importante sur le secteur des cabinets d'avocats internationaux? Est-ce que tu penses qu'on en parle beaucoup plus que typiquement, comme tu disais, à la Canebière ou les cabinets d'avocats internationaux? C'est possible. Notamment en master 1, master 2, où tu commences vraiment à faire des visites dans des cabinets d'avocats, etc. C'est quelque chose que tu n'as pas forcément dans les masters où j'étais typiquement à Marseille ou à Montpellier. Okay. Par contre, je pense que commencer ses études dans une faculté typiquement Marseille ou Montpellier, c'est pas du tout un red flag pour intégrer derrière des structures, des cabinets d'avocats à Paris, où c'est pas du tout un red flag. Et typiquement, j'ai beaucoup d'exemples de proches qui ont fait jusqu'à leur master 2 à Montpellier, pour le coup, et qui derrière ont réussi à intégrer des super structures. Donc c'est pas du tout un red flag. Je pense que ça peut aider d'aller sur Paris. Okay. Je pense pas que ce soit une fin en soi spécialement d'ailleurs, mais typiquement, je pense que ça peut aider derrière pour intégrer ce type de structure. Ouais. Ok, donc globalement, si on revient un peu à tes stages, tu me disais que tu avais fait des stages chez EDF, chez Clifford, chez Norton, chez GSC, chez Dentons. Comment tu les as choisis tes stages? Est-ce que c'était des choix stratégiques ou est-ce que c'était plutôt des opportunités qui se présentaient Souvent, c'est un peu des deux. Par exemple, pour UGGC, en fait, de base, mon passage M1, M2, de base, c'était un peu prévu que je reste à Montpellier. Et en fait, finalement, j'ai eu des circonstances qui ont fait que j'ai pu monter à Paris. Et en fait, j'avais contacté, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur tout ce qui est networking, réseau, etc. Mais par exemple, je me rappelle de partir en vacances avec des copains à Montpellier. Okay. Et d'être dans la voiture avec un de mes potes et de regarder un peu les cabinets d'avocats parce qu'on commençait un peu à en entendre parler en Master 1, regarder les cabinets d'avocats à Paris et par hasard je tombe dans une équipe droit public de GGC, je tombe sur le profil d'un gars qui avait fait le même master que moi, le même magistère que moi et du coup un peu pas surpris mais bon c'était assez marrant sur le coup et je me suis dit vas-y, moi j'aimerais bien aussi monter à Paris, voir un peu d'autres choses, etc., voir comment ça se passe à Paris finalement. D'accord. Et je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Donc ça c'était UGGC pour ça c'était UGGC. Okay. Donc c'était vraiment, j'étais en master 1 à l'époque. Okay. Et avec la perspective même pas d'aller à Paris, mais pas directement au master 2, d'aller peut-être un peu plus tard. Enfin bref. Et l'idée c'était un peu de découvrir peut-être un autre truc quoi. Complètement, et voir comment ça se passe ailleurs, etc. Vu que j'ai bougé tous les 3-4 ans, ça faisait 2 ans que j'étais à Montpellier, moi j'avais envie aussi de bouger peut-être. Et donc j'envoie un message à ce gars sur LinkedIn, super sympa, il me répond, il me dit écoute on s'appelle, etc. Et derrière il a été trop sympa, quand je suis monté à Paris c'est aussi grâce à lui que j'ai pu rentrer chez UGC, enfin il m'a aidé, il m'a énormément conseillé, même sur les de motivation, etc. Il m'a vraiment beaucoup aidé, je pense qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, mais je suis hyper reconnaissant parce que pour le coup c'est en grosse partie grâce à lui que je suis monté à Paris. Et donc ça, c'est de la pure opportunité finalement. Et derrière, pour mon stage, par exemple, mon stage de Norton Rose, c'était aussi de l'opportunité parce que l'associée chez qui j'ai travaillé, elle était intervenante dans mon master. Ouais, donc ça t'ouvre un peu une porte aussi. Ouais. Ça m'ouvre une porte aussi. Cette même associée-là, elle m'a beaucoup aussi aidé pour rentrer chez Clifford parce que derrière, quand on l'a appelée pour savoir comment ça se passait, etc., elle a été hyper sympa, elle m'a recommandé, etc. Et là typiquement, tu avais peut-être un peu plus de visibilité aussi. Une fois que tu avais fait ton stage chez Norton, tu avais peut-être un peu plus de visibilité sur les cabinets qui existaient à Paris. Oui, mais oui, c'est sûr. Ah si, du coup, j'avais déjà plus de... Mais c'était aussi le fait de venir à Paris, de commencer à faire des premiers rendez-vous dans des cabinets, faire des petits déj, faire des... donc forcément oui, je connaissais un peu mieux le secteur, mais typiquement mon stage chez Clifford, je le dois aussi à une opportunité du fait que j'ai essayé chez cet associé-là qui m'a aidé aussi. Donc finalement, ouais, c'est un peu un mix des deux, c'est un peu de la stratégie et de l'opportunité. Ouais, complètement. C'est des rencontres, c'est plein de choses. Ok, écoute, c'est clair. Ce que je te propose maintenant, c'est de parler un peu plus en profondeur, on va dire, du métier d'avocat, et en tout cas du métier d'avocat en droit public. Je pense que les personnes qui nous écoutent, elles sont quand même assez alertes sur le secteur juridique et sur le droit public et le droit privé. Mais pas nécessairement, normalement je crois que la coupure elle se fait à partir de la licence 2, c'est soit tu pars en droit privé, soit en droit public, et tout le monde n'est pas forcément au clair sur le sujet. Toi, si tu devais nous résumer ce que c'est le droit public en quelques mots, tu dirais que c'est quoi? Grande question.
Droit public, en quelques mots, je pense que c'est tout ce qui concerne le régime juridique un petit peu des relations entre des collectivités, l'État même, des collectivités et des personnes privées, que ce soit des individus, des entreprises, c'est toutes ces relations-là. Et alors c'est très très large, ça couvre plein de sous-domaines, tu vois, ça peut aller du droit administratif général comme on l'apprend à L2, jusqu'à, il y a de la fonction publique, après ça couvre aussi ce qu'on appelle du regulatory, c'est vraiment l'aspect réglementaire de, par exemple, du droit de l'énergie, du droit des transports, etc., des télécommunications. Le droit public, c'est vraiment très large. Et en tout cas, d'ailleurs, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans notre pratique, c'est qu'on a une vision... en fait, on touche un peu à tout, entre guillemets. Ouais, c'était l'une de mes questions. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, tous les matins quand tu arrives en tant que stagiaire ou collaborateur? Quelles sont les tâches en fait, sur lesquelles tu es attendu ou que tu vas traiter toute la journée? Je pense que la tâche, pas principale, mais une des tâches essentielles des stagiaires et derrière des juniors collaborateurs, c'est la recherche juridique. Et surtout en droit public, qui est une matière qui est très vivante, qui est pas essentiellement, mais qui est en grande partie jurisprudentielle. C'est une matière qui change beaucoup, etc. On est très souvent amené à faire de la recherche, que ce soit de jurisprudence, de doctrine, etc. Donc c'est une grosse partie de l'activité de junior stagiaire. Mais après, il n'y a pas que ça. Et évidemment, au fur et à mesure du stage, tu es amené à faire de plus en plus de choses, que ce soit de la rédaction de courriers, de parties de rapports de due deal, de mémos, d'écriture contentieuse aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans un cabinet d'affaires, entre guillemets, on a une activité contentieuse qui est assez importante. Selon les avocats de l'équipe et la seniorité, évidemment, ça varie pas mal. Mais par exemple, ça peut m'arriver pendant 2-3 mois d'avoir une activité contentieuse qui est presque 60 ou 70% de ce que je fais. Donc c'est quand même beaucoup finalement. D'accord, ça marche. Et pour revenir sur un peu, on va dire un peu en arrière, sur un autre sujet qui est du coup les stages, notamment la rémunération de stage. Est-ce que tu sais à date combien on peut potentiellement prétendre dans des cabinets dans lesquels t'es passé? Je pense que ça évolue entre temps, toi ça fait quelques années aussi, mais je sais que c'est un sujet qui n'est pas très clair. Moi j'ai lancé justement une base de données, justement Magic Circle, pour essayer de donner un peu plus de visibilité aux stagiaires. Tu sais à peu près justement comment on pourrait se positionner actuellement pour quelqu'un qui cherche un stage chez UGGC, chez Norton, etc. Déjà, je pense que ça varie selon si tu es en césure, en Master 2 ou en école d'avocat. Si tu es en école d'avocat, tu es souvent mieux payé. C'est ça, effectivement. Les cabinets ont tendance à, pas tous, mais ils ont tendance à, on va dire, faire une hiérarchie des rémunérations en fonction effectivement de tes doubles diplômes, de ton LLM si tu es en LLM, de ton Master Spé. C'est pas le cas pour tous, mais ça peut arriver que tu tombes dans un cabinet qui pratique ce genre de scission, on va dire, des rémunérations. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sur ce qui est des rémunérations, je pense que les cabinets français payent en moyenne un petit peu moins que les cabinets anglo-saxons, enfin les américains, même si évidemment il y a toujours des exceptions. C'est difficile de donner une moyenne, mais je pense que sur des cabinets anglo-saxons, la moyenne, ça va être entre 2 et 3 000 euros brut. Bon, et toi, forcément, maintenant tu es collaborateur, mais tu étais stagiaire à une époque. Qu'est-ce qui se fait selon toi un bon stagiaire, ou en tout cas, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un Qui rentre en stage qui rentre en stage, juste d'autant plus avec ta vision de collaborateur. Ce qui fait un bon stagiaire, c'est sa capacité à bien écouter, surtout à bien comprendre la consigne, et surtout ne pas hésiter à dire qu'on n'a pas compris. Et je pense que c'est un des points qui est hyper important, parce que pour les stagiaires, on n'ose pas trop dire qu'on n'a pas compris, etc. Mais en fait, c'est hyper important parce que si on ne comprend pas une recherche et qu'on est dessus pendant 2 jours pour au final dire non, j'avais pas compris, ou j'ai fait quelque chose qui était à côté, on perd 2 jours, et enfin bref, c'est... on perd du temps. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, je me rappelle aussi à l'époque des stages, j'avais pas mal de co-stagiaires qui posaient souvent certaines questions à leurs collaborateurs après justement avoir reçu le travail, parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris initialement, et du coup, effectivement, ça fait perdre 2 fois plus de temps. Ça, après, c'est jamais trop tard pour le coup. Il faut toujours chercher à poser des questions, mais vraiment, je pense qu'il faut pas hésiter à poser des questions, même à demander des points d'étape sur la recherche. Je pense que c'est hyper important vraiment d'être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc c'est vraiment bien comprendre, être sûr de bien comprendre, se remettre en question, et puis derrière demander du feedback sur les recherches, les travaux qui sont effectués.
accepter les remarques aussi. Mhm. Et surtout, quand on fait une erreur, il n'y a aucun problème à faire des erreurs. Moi-même, j'en ai fait beaucoup des erreurs. J'en fais encore des erreurs. Mais juste, je pense que le point le plus important, c'est de ne pas les refaire et de mettre en place des choses qui te permettent de ne pas refaire les erreurs que tu as commises par le passé. Tu vois, vraiment d'apprendre ses erreurs, je pense que c'est hyper important et toujours essayer de se remettre en cause, se remettre en question, quoi. Maintenant que tes collaborateurs, tu penses que, d'autant plus en plus pour quelqu'un qui ne vient pas nécessairement dans des JCE ou de Sciences Po ou même de Sorbonne ou Assas à la base, tu es passé par Assas plutôt à la fin de parcours. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose pour lequel on fait trop un sujet ou pas nécessairement? On en a parlé déjà un peu au départ, tu m'as dit que c'était pas un blocage justement de venir de telle ou telle université. Est-ce que tu penses que justement dans le recrutement, comme tu as pu le voir quand tu étais stagiaire ou même en tant que collaborateur, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup trop ou pas? Est-ce qu'on regarde beaucoup trop? Je sais pas. Peut-être. En tout cas, je pense que n'avoir des diplômes que d'université, par exemple de Marseille ou de Montpellier, je pense que c'est pas du tout un red flag pour derrière pouvoir monter sur Paris. Je pense que ça aide par contre c'est vrai que forcément d'avoir des diplômes Sorbonne Assas ou même de faire des LLM, etc. Ça aide forcément. Ça atteste d'une sélection, ça atteste d'un niveau en anglais pour les LLM, enfin en langue étrangère d'ailleurs. Donc ça atteste de quelque chose. Pour autant, et peut-être que ça dépend des matières aussi. Peut-être que dans les matières où c'est un peu, entre guillemets, un peu plus compétitif du fait qu'il y ait plus de candidats, parce que le droit public c'est quand même une matière qui est assez, je dirais pas niche quand même, mais qui est assez, en tout cas où il y a moins de candidats, je pense, que typiquement des matières comme corporate, etc. Donc évidemment, quand tu as un diplôme LLM, un diplôme d'une grande fac entre guillemets ou d'un LLM, forcément je pense que tu es avantagé, mais pour autant c'est un peu plus différencié un peu plus facilement. Pour autant, je pense que c'est pas du tout un red flag pour intégrer des cabinets. Et je pense qu'au contraire, ce qui est vraiment important, c'est de réussir son entretien. Ok. Plus que d'avoir un CV. Évidemment, il faut avoir un CV carré, ne serait-ce que sur la forme déjà, c'est essentiel d'avoir un CV qui soit carré, une lettre de motivation qui soit carrée. Mais derrière, ce qui compte vraiment, je pense, c'est de bien réussir son entretien et de réussir à convaincre ses interlocuteurs, je pense. Et justement, sur ce sujet des entretiens, comment toi tu visionnes, enfin comment tu visualiserais en quelque sorte le networking ou en tout cas quelle place selon toi prend le networking justement dans la recherche de stage, dans les entretiens, etc. Je sais que tu as des secteurs typiquement comme la finance où le fait de networker c'est hyper important parce que tu as beaucoup d'offres, que ce soit de stages, peut-être un peu moins pour les CDI. Mais en tout cas, pour les stages, tu as beaucoup d'offres qui sont off-market. Donc, en fait, si tu ne networks pas, c'est compliqué aussi de choper le meilleur truc. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est essentiel, nous aussi, en droit? Et comment, toi, tu t'y prendrais quels seraient les conseils que tu auras donnés justement là-dessus? Pour moi, le networking, c'est vraiment important dans le sens où, moi, par exemple, je me suis posé beaucoup de questions sur comment je fais pour monter à Paris, comment je fais pour intégrer telle ou telle formation, tel ou tel cabinet d'avocats, etc. Et typiquement, LinkedIn, ça m'a beaucoup aidé à contacter des gens qui ont eu à peu près les mêmes parcours que moi, notamment qui étaient en master à Montpellier et qui derrière sont arrivés à Paris. J'ai beaucoup utilisé LinkedIn et j'ai juste envoyé des messages LinkedIn random à des gens pour demander comment ils avaient fait, qu'est-ce que c'était leur parcours, qu'est-ce que c'était leur quotidien. Et ça m'a beaucoup aidé parce que les gens, ils sont... j'ai même pas envie de dire souvent, c'est que dans 100% des cas, les gens que j'ai contactés étaient hyper sympas, hyper avenants et hyper disposés à partager leur expérience, leur parcours. Donc ouais, c'est un truc que je recommande typiquement, d'envoyer des messages LinkedIn. Ouais, toi tu me recommanderais demain, genre si je suis un jeune étudiant en L3 par exemple qui veut monter sur Paris ou qui est déjà sur Paris pour entrer dans un cabinet, tu me recommanderais effectivement d'intégrer un peu des réseaux, des cercles, ou même d'envoyer ne serait-ce que des messages sur LinkedIn, contacter des personnes pour leur poser des questions. Ouais, complètement. Intégrer des cercles, moi par exemple, je suis quelqu'un qui est assez réservé de nature, donc c'est pas quelque chose que je fais, même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais. Mais justement, peut-être que tu as peut-être du recul là-dessus, est-ce que les assos, genre de choses, typiquement, tu vois, les cliniques juridiques de droit, ça peut être quelque chose qui aide. Oui, ça aide forcément. Et puis même les formations un peu sélectives, typiquement le magistère, j'ai connu beaucoup de gens grâce au magistère qui étaient derrière à monter à Paris, auxquels tu peux envoyer des messages sur LinkedIn, demander des infos, etc. Et forcément, les gens sont un peu plus enclins à te répondre quand tu as fait la même formation qu'eux, ils s'identifient un peu peut-être. Et forcément, ça crée du lien très, très rapidement, quoi.
Ok, ça me Du coup, je pense que s'il y a la possibilité d'intégrer des formations un peu comme ça, type collège de droit, magistère, DGCE, encore une fois, c'est pas du tout un red flag de pas le faire. Mais ça peut être utile. Ça peut être utile, je pense. Enfin, c'est toujours une bonne chose finalement de faire. Que ce soit sur le fond, que ce soit sur le fait que du coup tu sois sélectionné à un moment ou à un autre, et aussi sur le fait que tu rencontres des gens, et forcément ça aide. Ok, et justement là, une fois que tu as fait, on va dire, ta phase de networking, tu es pris par exemple par un entretien. Comment tu prépares ton entretien en droit public ou en règle générale pour un stage, notamment une collaboration? Peut-être plutôt pour un stage. Ouais, typiquement, être assez solide sur ses bases, je pense que c'est quand même important. Pas tous les cabinets font des entretiens basés sur de la technique, mais de manière générale, notamment quand tu arrives sur les stages finaux, sur les entretiens de collab, les questions techniques, il y en aura quasiment tout le temps finalement, mais au début un peu moins. Donc j'avoue qu'être assez solide sur ses bases de n'importe quelle matière, mais en droit public par exemple, il y a des théories qui sont assez classiques et c'est un peu la base. Je sais pas, par exemple la théorie de l'imprévision, fait du prince, force majeure, etc. À chaque fois tu as des conditions, tu sais, qui sont un peu posées par la jurisprudence, machin. C'est important de les connaître. Est-ce qu'on peut t'interroger dessus ou sur la différence entre tel et tel contrat, les jurisprudences un peu essentielles. C'est hyper important de les connaître parce que tu peux très bien te faire interroger dessus. Sa présentation, être carré sur son CV, sur ses expériences en stage, pouvoir sortir un ou deux dossiers sur lesquels tu as travaillé, toujours en conservant la confidentialité évidemment, pouvoir préparer sa présentation en anglais, et selon les cabinets dans lesquels tu candidates, ça peut être intéressant. Ouais, justement, ça c'est un sujet. Est-ce que c'est important de bien maîtriser l'anglais ou pas nécessairement? Encore une fois, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Ça dépend de quel cabinet, de quel cabinet tu vises. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Ça dépend vraiment de ce dont tu as envie. Et par exemple, si tu vises un cabinet anglo-saxon, oui, c'est sûr que le niveau d'anglais est quand même assez important. Et ça prend une place importante justement quand tu es stagiaire ou collaborateur? Dans les missions. Ouais. Dans les missions d'un stagiaire, ça... Par exemple, en tant que stagiaire chez Clifford, est-ce que vous travaillez essentiellement en anglais? Essentiellement, mais c'est peut-être 30 ou 40% de ce qu'on fait. Peut-être 20 ou 30% plutôt en tant que stagiaire. Et forcément, en tant que collaborateur, derrière, c'est de plus en plus élevé. Il y a beaucoup de traductions à faire, il y a beaucoup de clients qui sont internationaux. On a des requêtes de bureaux étrangers aussi, donc forcément c'est en anglais. Et puis de manière générale, même des dossiers qui sont entre guillemets franco-français, du moment qu'il y a une ou deux personnes dans le call qui est anglophone ou pas francophone, le call il va se faire en anglais. Okay. Tu peux dire. Donc forcément tu vas avoir des calls en anglais, tu vas avoir à rédiger des mails en anglais, à rédiger des courriers en anglais, des mémos en anglais. Donc forcément il faut maîtriser. Moi, quand je suis arrivé chez Clifford ou même chez Norton dans mon premier stage, je parlais pas très bien anglais, et forcément c'est quelque chose que tu développes sur le tas. D'accord. Ok, donc hyper intéressant. Et donc si tu devais résumer finalement la stratégie à adopter si on veut s'assurer une place de collaborateur dans sa cabinet d'avocat, tu me dirais quoi? Déjà avoir des bons résultats, parce que c'est un peu la base et finalement c'est comme ça que tu te démarques un peu. Donc dès la fac, essayer de se donner à fond, dans la mesure du possible, pour avoir des bons résultats, pour derrière essayer d'intégrer peut-être une formation un peu sélective type magistère, DGCE et tout, parce que forcément ça te donne un avantage d'avoir un master, le master que tu veux déjà. Donc c'est important pour ça. Après il y a un peu l'aspect networking et d'essayer d'être un peu curieux, de parler aux gens, etc. Je pense que ça aide beaucoup. Typiquement on l'a déjà dit, mais moi c'est un peu comme ça que j'ai pu monter à Paris et derrière demander des conseils aux gens, savoir un peu sur quel... parce que même sans parler spécifiquement des cabinets d'avocats, mais juste de savoir ce que tu veux faire, de savoir ce qui te plaît, c'est hyper important de demander le retour des gens. Est-ce que telle ou telle matière c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est des choses qui te correspondent, etc. Bon, maintenant ce que je te propose c'est de parler un peu justement à nouveau des stages. Je sais que c'est un peu nébuleux pour certaines personnes de savoir comment intégrer tel ou tel cabinet. Tu peux nous dire un peu quels sont les process de recrutement en droit, en règle générale, plutôt orienté cabinet d'avocat, forcément? Encore une fois, ça dépend beaucoup des cabinets, ça dépend beaucoup des équipes aussi. Chez Clifford, en tout cas, nous, on a ce qu'on appelle les rendez-vous Clifford Chance. Généralement, c'est en septembre, octobre, je crois. Okay.
Et c'est une espèce de journée où tous les étudiants candidats à des stages viennent. Et en fait, tu peux venir la journée, t'as plein d'ateliers qui sont organisés, c'est hyper cool. Et pour le coup, je recommande vraiment aux étudiants, aux élèves avocats de venir. Parce que même, tu peux rencontrer plein de collabs plus ou moins expérimentés qui vont te donner des conseils sur ton CV, sur peut-être un peu de networking, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis même, de visiter le cabinet, de rencontrer des gens, je trouve ça hyper cool. Et du coup, on a cette journée-là où on est en salle de bal. Et en fait, tu as des entretiens toute la journée. Donc, tu as souvent un premier rendez-vous. Quasiment systématiquement, en tout cas ça dépend des équipes, mais pour notre équipe en tout cas, quasiment systématiquement un deuxième entretien. D'accord. Avec 2 avocats à chaque fois de l'équipe, plus ou moins expérimentés. Encore une fois, moi je suis collaborateur depuis 6 mois et j'ai déjà fait des entretiens il y a 6 mois, donc pour le coup ça peut être des très juniors comme des counsel qui font les entretiens. Mais voilà, généralement c'est 2 rounds d'entretien. Et ça c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les cabinets de manière assez récurrente, d'avoir peut-être un event qui débouche sur des entretiens, ou pas forcément? Est-ce que tu peux être recruté simplement par des entretiens classiques parce que tu as envoyé ta candidature à X ou X moment? J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez propre aux cabinets anglo-saxons. Ouais. Je sais pas si beaucoup de cabinets français le font, en tout cas j'en ai pas connaissance. Mais oui, évidemment, la plupart des cabinets, je pense, fonctionnent juste en recevant des lettres de motivation, des CV, et derrière en organisant des entretiens. Et les process? Et nous d'ailleurs aussi, on a aussi des candidats qu'on reçoit en entretien et qu'on accueille en stage sans qu'ils soient passés par les rendez-vous Clifford. Ouais, d'accord. Donc c'est pas exclusif si tu veux. Ok, donc c'est vrai que ça peut aider, mais c'est pas exclusif. Ça peut aider, mais c'est pas exclusif. Et justement, en termes de process, les process, pas forcément chez Clifford, mais en règle générale, est-ce que tu as toujours eu l'habitude d'avoir des process qui sont très longs, c'est-à-dire plusieurs tours d'entretien, ou est-ce que ça se fait généralement sur les coups de un entretien, puis un deuxième, et ensuite tu as l'offre? Ouais. Ou pas forcément? Ça dépend, franchement, ça dépend vraiment du cabinet, de la structure. Il y a eu des fois où au bout d'un entretien, j'avais la réponse. Ouais. Et pour certains cabinets, des fois, j'ai dû faire 3 rounds d'entretien, notamment pour les collaborations. Et après, je pense que forcément, plus tu es entre guillemets expérimenté, et par exemple, quand tu recherches des collaborations, forcément, tu es plus susceptible d'avoir 2 ou 3 rounds d'entretien. Ouais, justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as des différences quand même que tu ressens, Oui, tu trouves entre une recherche de stage et une recherche de collaboration? Oui, forcément. Par exemple, quand j'ai fait mes entretiens pour mon stage de M2, souvent c'était un seul entretien. D'accord. Et pour les collaborations, j'ai jamais eu un seul entretien. C'était à chaque fois 2 minimum, voire 3, voire 4. Donc c'est vraiment hyper variable, ça dépend vraiment du cabinet, ça dépend vraiment de l'équipe aussi, que chaque équipe a ses spécificités, ses manières de faire, etc. C'est ça, justement, en droit public, typiquement, tu as des spécificités qui sont propres justement au secteur en termes de recrutement, ou tu en termes de recrutement? Ouais. Je pense. En termes de recrutement, je pense pas. En termes de matière et de pratique, je pense qu'il y a des différences. En termes de recrutement, pas tant. C'est très propre à l'équipe. Ouais, ok, je comprends. Et tu peux nous dire comment est splittée ton équipe chez Clifford? Est-ce que vous êtes répartis par practice de spécialité ou pas nécessairement? Donc sur l'équipe, c'est l'équipe droit public, donc on couvre vraiment tout le droit public en général. On a 3 associés, on a une dizaine de collaborateurs à peu près, donc des seniors, mid et des juniors. On a une assistante, un juriste documentaliste et entre 3 et 4 stagiaires selon les périodes, ça varie un peu. Sur les activités de l'équipe, on couvre vraiment tout le droit public en général, sauf certaines matières un petit peu spécifiques. Typiquement, droit de l'environnement, c'est quelque chose qu'on fait pas énormément. Droit de la fonction publique aussi, c'est quelque chose qui est un peu spécifique et qu'on fait pas beaucoup, voire pas du tout. Il y a 2 grands champs d'activités sur lesquels on intervient majoritairement. C'est tout ce qui est aspect contractuel, donc passation et exécution de tout type de contrat public. C'est ça. Souvent lié à des infrastructures, que ce soit portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, des autoroutes, etc. Et on a un aspect plus régulatory, donc tout ce qui est énergie, télécommunications, transport beaucoup. C'est un peu les 2 grands champs d'activité. Évidemment, les associés, ils sont pas figés sur une matière, ils vont faire un peu tout, mais quand même chacun a un peu sa matière de prédilection, que ce soit les infrastructures, typiquement autoroutières, les énergies renouvelables, etc. Chacun a un peu ses matières favorites. Et
derrière, les juniors sont évidemment amenés à traiter du plus de choses possibles, du plus de thématiques possibles. Et c'est aussi hyper intéressant pour nous de pouvoir faire plein de choses, de voir plein de sujets différents et tout. Et c'est hyper formateur pour le coup. Donc on n'est pas fléché typiquement sur une matière. On n'est pas fléché auprès d'un counsel ou auprès d'un associé. On va vraiment bosser avec tout le monde. Et c'est ça que je trouve cool aussi dans la matière, dans le droit public. Typiquement, c'est que tu fais plein de choses. Ouais. Tu peux faire un matin, tu peux faire de la régulation ferroviaire. L'après-midi, faire du droit de l'énergie. Le lendemain matin, bosser pour, je sais pas, faire du droit administratif général sur une décision ou une sanction qu'aurait pris telle ou telle entreprise, de telle ou telle autorité de régulation, par exemple. Enfin, c'est vraiment hyper large. Et tu t'ennuies vraiment pas. Donc pour le coup, c'est un des gros plus de la matière en cours. Est-ce que tu as un deal qui t'a marqué particulièrement, que tu pourrais nous expliquer, nous évoquer? Ouais. C'est pas un deal spécifiquement, mais pour le coup, un des dossiers sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé, qui est public, qui a été largement repris dans la presse, c'était Proxima. C'est le premier opérateur ferroviaire à s'implanter sur le marché français, donc, qui a été ouvert à la concurrence assez récemment. Et pour le coup, on a accompagné Proxima donc, sur tous les aspects de négociation contractuelle, sur les aspects régulation ferroviaire, etc. Donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour le coup, c'était quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'encore une fois, il y avait tout cet aspect régulation, donc régulatory, etc., qui sont des règles c'est du réglementaire, tu vois, si tu veux, donc voilà. Et tout cet aspect négociation contractuelle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir assister à quelques réunions de négociation, etc., même quand j'étais stagiaire. Donc pour le coup, c'était quelque chose qui était hyper formateur pour moi. Et de manière générale, c'est assez cool de pouvoir participer à ce genre de projet, de pouvoir te dire que tu participes de loin quand même, mais tu participes un petit peu à cette ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, du transport de passagers en tout cas. Donc c'était vraiment un dossier cool, sur lequel j'ai passé pas mal de temps, mais qui était très intéressant pour le coup. Et typiquement, là, dans ces cas-là, tu as vocation à travailler avec d'autres équipes du cabinet, ou même au quotidien, est-ce que tu travailles avec d'autres équipes du cabinet ou tu es focus que sur votre pratique? Oui, forcément. On travaille, on a beaucoup de dossiers publics. C'est quelque chose qui varie aussi. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui varie selon les cabinets. Il y a des cabinets qui vont avoir uniquement leurs dossiers en droit public, tu vois, des dossiers propres, et des équipes qui vont un peu plus travailler en support. D'autres équipes, notamment support corporate, par exemple. Nous, on a beaucoup de dossiers. Je pourrais pas te donner une proportion, mais en tout cas, on a énormément de dossiers en propre. Des dossiers qui sont quasiment purement publics, ou en tout cas qui impliquent d'autres sujets et pour lesquels on sera amené à travailler avec d'autres équipes, typiquement en immobilier, en corporate tax, etc. Donc on a nos dossiers en propre et on a aussi des dossiers évidemment sur lesquels on a travaillé en plus en support, donc notamment à l'occasion de due deal, etc. Pour lesquels on peut être amené à bosser avec à peu près toutes les équipes du cabinet. Et aussi un des avantages qu'on a à avoir un cabinet international, entre guillemets, c'est que on va pouvoir travailler avec des équipes d'autres bureaux, que ce soit des bureaux, je sais pas, allemands, espagnols, italiens, même au Royaume-Uni, etc. On va pouvoir traiter, soit être mandaté par eux pour traiter d'une question qui est liée à la France ou l'Union européenne, soit nous aller requérir leur aide sur une expertise, sur un savoir-faire qu'ils ont en particulier. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une vocation qui est assez internationale. Et c'est intéressant parce que non seulement tu apprends des manières de faire différentes, mais aussi tu découvres des savoir-faire qui sont différents sur plein de thématiques, donc c'est hyper enrichissant. Du coup, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Si on devait faire un petit step back en arrière, Qu'est-ce que tu dirais au Quentin de 18 ans, ou globalement, qu'est-ce que tu dirais à la personne de 18 ans qui hésite à se lancer dans le droit? Alors, je dirais que le droit, c'est une matière hyper intéressante. C'est très loin des clichés qu'on a du droit quand on est au lycée et qu'on commence à la fac. C'est pas du tout une matière où on fait du par cœur, etc. Il y a 1000 débouchés dans le droit, il y a 1000 débouchés dans le droit public. C'est une matière où, comme on en a parlé tout à l'heure, tu peux faire plein de choses, que ce soit le droit de l'énergie, des transports. Enfin, il y a vraiment 1000 débouchés différentes. Donc c'est une matière qui est très cool, porteuse aussi. Et je dirais globalement, quand on est étudiant, il faut vraiment arriver à trouver. C'est hyper difficile pour le coup. Moi-même, j'avais commencé en médecine et derrière, je suis parti en droit. Donc je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai mis longtemps à trouver ce que je voulais faire. Mais c'est hyper important, je pense, de trouver vraiment sa vocation. C'est un peu cliché, mais c'est important de trouver sa vocation, de savoir ce qu'on veut faire.
comme matière et c'est aussi important de trouver la manière dont on veut exercer telle ou telle profession. Et notamment, je pense à la profession d'avocat, où c'est une profession, on va pas se mentir, c'est aussi un investissement personnel. On peut être amené à faire de gros horaires. Donc faut aussi savoir ce qu'on a envie dans la vie en général. Mais voilà, c'est important de réfléchir à ça pas assez tôt, parce que aussi c'est bien de voir plein de choses différentes. Moi, ce que j'essaie de faire dans mon parcours, c'était d'avoir plein d'expériences différentes, dans plein de structures différentes, de voir des cabinets de plus petite taille, notamment à Marseille, à Montpellier, derrière d'essayer de rentrer dans des cabinets français, anglo-saxons, de voir plein de pratiques différentes, même chez EDF. Mon but, c'était aussi de découvrir d'autres matières, comme un peu le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, voir comment ça se passe dans l'entreprise, etc. Donc, je pense qu'il faut être curieux et essayer plein de choses pour vraiment trouver ce qu'on a envie de faire, parce qu'il ne faut pas oublier que on va bosser pendant 40 voire 50 ans, donc c'est hyper important de trouver quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, même si évidemment c'est pas figé, mais bon, pour moi c'est ça le plus important, quoi. Bon bah écoute, trop bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Quentin. Avec plaisir, merci à toi.